Salut à toi et bienvenue sur Histoire de vie, le podcast sur lequel tu trouveras des récits inspirants pour t'accompagner sur ton chemin de développement personnel et spirituel. À travers ces interviews, tu découvriras des clés pour ton bien-être, des parcours et des leçons de vie qui nourriront ton évolution personnelle et qui t'aideront à créer la vie qui te ressemble. Je m'appelle Aurore et je suis la créatrice du blog auroremiarai.com sur lequel je partage mes expériences de vie et ce qu'elles m'ont permis d'apprendre sur moi. Je te partage aussi des outils, des pratiques et des enseignements liés au développement personnel et à la spiritualité. N'hésite pas à laisser 5 étoiles, un like ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça te permettra de me soutenir et ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de vie, le podcast qui t'inspire, t'éveille et t'accompagne sur ton chemin de transformation. Alors aujourd'hui, je reçois Sylvie, une femme lumineuse, au parcours touchant mais aussi très inspirant. Alors il y a quelques années, en fait, Sylvie, elle a vécu un burn-out. Et donc ça a été une expérience brutale, mais ça a été aussi une vraie porte d'entrée vers un nouveau rapport à elle-même, aux autres et à la vie. Dans cet épisode, Sylvie, elle te raconte comment elle est tombée, comment elle s'est relevée, mais aussi surtout comment cette traversée, cette expérience finalement l'a menée à une vie plus libre et plus consciente. Elle partage avec toi donc des signaux d'alerte qui sont souvent ignorés, les clés de sa guérison, mais aussi l'impact du burn-out sur son entourage. Alors aujourd'hui, elle accompagne à son tour des personnes qui sont en pré-burn-out ou en burn-out, avec beaucoup de douceur, d'écoute et d'intuition. Et donc, elle va aussi te livrer des outils concrets, des réflexions puissantes et un message pour toutes celles et ceux qui se sentent au bord de l'épuisement. Alors, prends une grande inspiration, installe-toi confortablement et laisse-toi toucher par cette histoire de résilience. Belle écoute! Bonjour Sylvie, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Aurore, ça va, ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui avec toi, on va parler de burn-out, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais demander un peu que tu te présentes. Donc moi c'est Sylvie, j'ai 48 ans, j'ai 4 enfants, un petit-fils, un autre qui arrive bientôt, enfin petit enfant en tout cas qui arrive bientôt. Je vis au Luxembourg. Voilà, je suis infirmière de formation et aujourd'hui thérapeute accompagnante. Plaisir, J'accompagne les d'accord. hommes engagés à retrouver leur performance et leur sérénité dans le quotidien, voilà, vie professionnelle et personnelle. D'accord. Moi, la première question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est à quoi ressemblait ta vie finalement avant le burn-out? Alors, ma vie avant le burn-out, c'était une vie très remplie, avec de la pression, je vais dire, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Le changement de vie parce que je suis arrivée au Luxembourg depuis bientôt 7 ans. Et ça a été voilà, beaucoup de choses à gérer, mais je gérais, comme un peu tout le monde. J'avançais, je gérais tout, j'assumais et je me fatiguais. Et tu faisais quoi comme métier à ce moment-là? Infirmière, je travaille en laboratoire d'analyse médicale. D'accord. Et tu travaillais, à temps plein, à temps partiel ou comment ça se passait à ce moment-là? À temps partiel, mais enfin, c'est du trois quarts temps quand même assez chargé. Et il y a eu la période Covid qui n'a pas aidé, évidemment. Tout le monde travaillait en télétravail, pas nous. Ouverture d'un centre de test Covid, donc moi j'ai été vraiment en première ligne dans tout ça, avec toute la pression, avec tout le stress des gens, la peur des gens et du coup l'agressivité des gens. Ça devait être vraiment difficile à gérer tout ça. Surtout sans soutien de la part des chefs et de l'entreprise en fait. On s'est senti plus soutenu par les patients finalement que par notre hiérarchie. Oui, donc forcément ça n'aide pas. Puis avec une vie, j'imagine, de famille bien remplie avec 4 enfants, ça doit être sportif? Oui, c'était pas mal. Ça occupe bien les journées, comme on dit. Donc ouais, c'était bien chargé. Et puis le changement de pays qui n'a pas été facile pour eux, donc il a fallu être là aussi pour les aider, pour les soutenir, pour les toute la prise de marque de chacun qui s'est faite plus ou moins rapidement en fonction.
Et donc, Mmh. tous dans le même bateau finalement, mais pas toujours facile. Oui, ça a fait beaucoup de bouleversements en peu de temps finalement avec, l'arrivée au Luxembourg, le covid. Et quels ont été les premiers signes, pour toi que quelque chose, clochait? J'ai été pendant, je vais dire longtemps, assez longtemps, je me sentais fatiguée. Je, bah, en fait, très clairement, avant que le diagnostic soit posé, je ne me rendais pas vraiment compte. Mmh mh. J'étais fatiguée, je m'énervais facilement, j'oubliais des choses. Euh, J'étais beaucoup moins, comment dire ça, attentive, c'est pas le terme, mais concentrée. Et vite à en avoir ras-le-bol de ce que je faisais, donc à avoir tendance à passer d'une activité à l'autre assez facilement, mais sans avoir l'énergie spécialement pour le faire. Mais tout ça en me disant, bah, c'est normal parce que justement, les circonstances font que. C'est le quotidien, c'est les enfants, c'est le boulot, faut assumer, c'est le Covid, c'est le déménagement, c'est tout ce qu'on veut, on met tout dans le même panier. Tout ça avec une base de dépression quand même dans l'histoire, que je Oui. traînais depuis très longtemps, donc ça n'aidait pas non plus. Et Mmh donc, mh. quelque part, tout était normal. Je sentais que ça n'allait pas, mais c'était normal puisque les circonstances faisaient que c'était normal. Jusqu'au jour où il y a eu trop de choses, le trop plein, le moment où je n'en peux plus. Là, je vais voir mon médecin et je lui dis, j'ai besoin d'une semaine d'arrêt. J'ai besoin de souffler, donne-moi une semaine d'arrêt, je me pose, je me repose et c'est bon. Comme quoi, même là, j'y croyais encore, il n'y avait pas de burn-out, il n'y avait pas de souci, il y avait juste, je n'en peux plus, je prends une Mmh mh. semaine, je dors, je me repose, je fais rien, et j'y retourne. Ça a été les premiers signes, je vais dire. Beaucoup de choses que j'oubliais, et j'ai une amie qui elle-même est passée par un burn-out qui à ce moment-là m'a dit, ça, c'est un signe du burn-out, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas entre guillemets, mais ça fait partie des signes, des symptômes du burn-out, donc t'oublies tout, c'est pas juste t'es fatigué, c'est qu'il y a autre chose derrière. Je l'entendais pas vraiment, évidemment. Et quand donc, je suis allée voir mon médecin, il m'a dit, je te mets 2 semaines. Ok, tu me donnes 2 semaines, c'est cadeau, je vais pas dire non. Je sentais bien que j'en avais besoin quand même. Et ça a duré plus de 6 mois. Et comment du coup tu as conscientisé qu'il s'agissait d'un burn-out finalement? C'est lui qui me l'a dit, parce que quand je lui ai expliqué, voilà, j'ai besoin de souffler parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, la liste était longue. Et il y avait le perso et le pro. Et d'emblée, il m'a dit, oui, bah, c'est un burn-out, quoi. Cherche pas plus loin. Donc je te mets 2 semaines, ok, et puis on se revoit et on voit. D'accord, donc dès la première rencontre avec le médecin et lui a posé ce Ouais. diagnostic, et comment tu l'as reçu ce diagnostic? Quelque part pas surprise, et en même temps, je l'acceptais pas. Déjà, je n'acceptais pas d'être fatiguée, je n'acceptais pas d'avoir besoin de cet arrêt, je n'acceptais pas de planter les collègues, d'être diminuée finalement, parce que j'étais diminuée. À la maison, je vais pas dire que ça criait tout le temps, etc., mais on sentait que c'était tendu tout le temps, et je n'acceptais pas ça, et d'autant plus que c'était quelque part de ma faute. Donc je n'acceptais pas. Donc effectivement, il m'a donné 2 semaines, c'était parfait, mais je m'attendais pas à la suite. Et ensuite, il y a eu je vais dire, le vrai diagnostic par le psychologue. Parce que là, bon, c'est juste mon médecin traitant qui me l'a dit comme ça, mais le psychologue m'a fait faire des tests qui ont effectivement bien confirmé que c'était un burn-out. Et voilà, un moment, ok, d'accord. D'accord, et donc là, le psychologue, tu l'as vu directement ou Pas tout de suite parce que, bah, d'abord, au début, je pensais pas en avoir besoin. Et puis ensuite, il faut le temps de trouver un psychologue et d'avoir un rendez-vous. Oui, Donc bien ça a sûr. pris quelques mois quand même après le début de l'arrêt. Et j'ai eu la chance, par contre, de trouver un super psychologue qui m'a vraiment aidée et qui me convenait, en fait. Parce que au fil de ma dépression, des psychologues, j'en ai vu, des psychiatres aussi, j'en ai croisé beaucoup. Et tous ne conviennent pas à tout le monde. Bien sûr. Et là, c'était le psychologue qu'il me fallait, j'ai envie de dire, qui a su avoir les mots, les démarches, la façon de voir les choses qui me convenait parfaitement, qui me correspondait.
Donc Voilà. finalement, lui, il t'a quelque part, ce qu'on pourrait dire, aidé à accepter, le fait que qu'il s'agisse vraiment d'un burn-out? Je pense que j'avais commencé avant à Mmh l'accepter mh. et il m'a malgré tout aidé à confirmer les choses et à avoir des pistes pour m'en sortir. En plus de celles que j'avais déjà, mais que j'avais du mal à mettre en place. Parce que quand on est au creux du burn-out, on a beau avoir tous les outils possibles, c'est pas facile. Bah oui, j'imagine et justement de quoi il s'agit, quand tu parles de pistes? Alors, de mon côté, enfin, sans compter le psy, de mon côté, j'ai travaillé en soins énergétiques avec une énergéticienne, enfin voilà, qui travaillait sur moi, je vais dire, depuis un certain temps. Je la connaissais déjà depuis longtemps et donc on a continué ce travail-là. Et moi-même, je me suis formée en soins énergétiques et psycho-énergétiques. Et le psychologue m'a permis de voir les choses différemment, c'est-à-dire que un jour, il m'a dit clairement que pour nous, quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose d'énorme parce que c'est nous, ça nous touche, etc. Mais qu'en fait, au niveau de l'univers en lui-même, au niveau du monde de manière générale, on est une poussière. Alors, ce qui nous arrive, c'est rien finalement dans ce schéma-là, je vais dire. Ça m'a permis de réfléchir vraiment à comment voir les choses et effectivement, il a raison. On a toujours tendance à faire des montagnes, comme on dit, avec un petit rien. Je ne nie pas le petit rien, je l'ai vécu et j'en vis encore, etc. Ça, ils existent et c'est toujours difficile. Mais il m'a permis d'avancer sur ça, sur ma vision des choses et sur la façon de les prendre. Et aussi de m'aider à mettre en place, en fait, tous ces moments où on se ressource, mais on n'y pense pas. Par exemple, quelqu'un qui adore cuisiner, il va cuisiner, mais il pense pas qu'il est en train de se ressourcer. Et pourtant, il se ressource. Et donc, l'idée, ça a été de mettre ces moments-là, ces moments clés dans ma vie, en conscience, en lumière. Me dire vraiment, ok, là, je suis fatiguée, je me sens pas bien, je suis épuisée à tel moment, ça ne va pas, je vais aller marcher, je vais aller bricoler parce que je bricole, je vais faire des choses qui me ressourcent, mais en conscience, et pas juste, tiens, là, je vais aller faire ça. Mais voilà, sans, pas de raison, mais sans me dire vraiment derrière, ça me sert à quelque chose. Mmh mh. C'est autre chose. Ça va plus loin que le concret de bah, quand je bricole, je fais quelque chose et c'est concret, oui, mais ça m'apporte beaucoup énergétiquement parlant. Oui, finalement, c'est aussi une question d'intention, derrière l'action que tu poses, par rapport au ressourcement. Oui, c'est vraiment ça. Effectivement, c'est ça que ça veut dire quand je dis le faire en conscience, c'est de venir dire je fais ça là parce que j'en ai besoin pour me ressourcer, pour m'apaiser, pour quelle que soit la raison à ce moment-là, mais dans cette optique-là. Et toi, donc du coup, qu'est-ce qui te ressourçait? Donc tu as parlé du fait d'aller marcher, de bricoler, il y a quoi d'autre qui te ressourçait? Ou Là. qui te ressource toujours d'ailleurs? Oui, moi je suis très connectée à la nature, aux arbres principalement. Donc les balades en forêt pour moi c'est ma vie finalement, Mmh mh. une grande partie en tout cas. Bricolage, je fais du scrapbooking, je fais de la couture, je fais des puzzles. Médite très peu, mais je fais des soins énergétiques à moi-même et je prends des temps de ressourcement comme ça, de la lecture. Ça, c'est de la photographie. Je fais aussi de la moto, mais ça, j'ai besoin d'un pilote, alors c'est plus dur. Mais ça reste des moments très ressourçants. Mmh mh. Et le fait de préparer les balades moto, ça fait partie aussi de ça parce que je connais le but. Donc D'accord. voilà. Entre autres, là, comme ça. Bah, c'est chouette, il y a plein d'activités en fait qui sont, très accessibles et qui demandent pas forcément, voilà de dépenser de l'argent. C'est vrai que parfois, on pourrait se mettre une barrière à se dire, «Ouais, en fait pour se ressourcer, il faut, aller au spa» ou je ne sais pas et en fait, ça peut être vraiment à portée de main dans des petites activités du quotidien, Tout à fait. comme on peut le voir, pour toi. C'est pour ça que Tu je parlais de parlais l'exemple de la cuisine. Parce que oui? quelque part, alors tout le monde ne cuisine pas évidemment, mais finalement, aller préparer un repas, un gâteau ou je ne sais quoi, bah, c'est à la portée malgré tout de tout le monde. Il n'y a pas besoin de dépenser énormément, mais ça peut être très ressourçant. Ça dépend des gens.
Chacun trouve forcément, mais il y en a qui vont se ressourcer en rangeant leur maison. Hein. On Moi, fait c'est pas trop partie. le cas. Moi, ça dépend, c'est par période. Des périodes, je sens qu'il y a besoin énergétiquement que je range, que je trie, que je bouge. Le reste du temps, ça, non. Voilà. Mhm. Mais libre à chacun. Oui, oui, mais je comprends bien. Et tu parlais aussi donc des soins énergétiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de quoi il s'agit exactement et comment tu vois un peu comment ça pouvait être complémentaire avec ta psychothérapie justement. Alors, les soins énergétiques, en fait, sur la base, on a un corps physique et autour du corps physique, on a des corps énergétiques. Et tout est lié. Les énergies de notre corps physique, donc nos corps, et les énergies du monde, les énergies de chacun, tes énergies, mes énergies, on est en lien. Et chaque, je veux dire, chaque blessure, même si c'est un mot peut-être un peu fort parfois, mais chaque perturbation d'un corps énergétique a une répercussion sur le corps physique et vice versa, puisque tout est lié. Du coup, si le jour où on a mal quelque part, a priori, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le corps énergétique. D'accord. Donc tout ça, c'est en lien. Et à côté de ça, il y a les soins psycho-énergétiques qui viennent travailler sur les mémoires qui sont dans les corps énergétiques. Ça peut aller des phobies, pour être très large, enfin voilà, des croyances, des choses, voilà, des choses qu'on nous a dites et redites dans l'enfance, qu'on a bien intégrées et qui nous empêchent de vivre par moments, même si on n'en a pas totalement conscience. Les soins à ce niveau-là viennent désancrer tout ça et ça permet d'avancer. Et donc au niveau du burn-out, bah, souvent quand on est en burn-out, il n'y a pas juste le moment présent qui est trop, il y a tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire justement toutes les croyances, tous les schémas qu'on peut avoir et qui viennent en résonance avec ce qu'on vit, faire que on tombe. Tout le monde ne tombe pas en burn-out, tout le monde n'est pas, ne se laisse pas démonter, on va dire, par des petites choses de la vie, etc. Et certaines personnes sont beaucoup plus fragiles Mhm. pour X raisons. Et c'est le but des soins, c'est ça, c'est d'aller pas forcément gratter et réfléchir et tout comprendre, parce que c'est pas forcément le but, mais pour ce qu'on sait et même pour ce qu'on ne sait pas, pour ce qu'on ressent, on élimine tout et ça permet d'avancer plus librement. D'accord. Et toi, par exemple, dans ton chemin de guérison, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça a pu t'aider justement? Alors moi, je suis depuis très longtemps consciente que j'ai des bagages. J'ai beaucoup de bagages, plus ou moins lourds, plus ou moins difficiles à poser. Je les promène depuis longtemps. Et donc, ça m'a permis de libérer beaucoup de choses. Et je libère encore aujourd'hui, pas dire quotidiennement, mais quasi. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en lumière. Et à partir du moment où c'est en lumière, je peux le lâcher. Et donc, je me déleste de mes bagages. D'accord, ouais. Effectivement, par exemple, le fait d'avoir une vision totalement différente de ce qui se passe. Écoute, tu veux un exemple très concret? J'en ai un d'aujourd'hui. J'ai failli annuler notre rendez-vous. Je suis rentrée du travail, je suis arrivée devant ma porte, je n'avais pas la clé de la maison. Voilà. Ok. Bon, et là, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? En sachant que mon compagnon est parti, il n'est pas dispo, etc. Mes fils sont au lycée. Bon, bah, on va attendre qu'il y en ait un qui rentre à 16 heures. Super. Et je fais quoi? Enfin bref, il y a quelques années de ça, j'aurais été écroulée dans ma voiture devant la maison. Enfin bref, catastrophe, tout ce qu'on veut. Il faut annuler, je peux pas rentrer, je peux pas manger, je peux pas, je sais pas quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait et je m'en serais voulu. Et voilà, ça aurait été ma vision à ce moment-là. Bon, j'ai eu sur le moment tout à l'heure l'idée, effectivement, bon sang, j'ai failli quoi. J'ai pas changé les clés de sac. Ah, bête, hein. Et forcément, bon, mais c'est pas grave. C'est ok, mon fils, un petit message. Quand est-ce que tu es en pause? Ça tombe bien, c'est le temps de midi. Il était en pause. Quand est-ce que tu reprends? À cette heure-là, ok, j'arrive, je viens chercher la clé. Et me voilà parti au lycée de mon fils pour aller chercher la clé de la maison. Il a bien ri. J'imagine. Il a rigolé par message et je lui ai répondu, moi je ris moins, mais tu as raison. Et voilà, et allez-y, moquez-vous. Et après, on passera à autre chose. C'est tout. Et c'est pas grave.
Et du coup, je réfléchis depuis tout à l'heure, enfin, j'ai un peu trouvé, mais je réfléchis à des pistes. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne m'arrive plus? Accessoirement, pour la petite histoire, ça fait 3 fois. À un moment, c'est bon. D'accord, oui, oui. Dans d'autres circonstances, hein, mais voilà, ça fait 3 fois que je me retrouve à et zut, j'ai pas ma clé. Donc là, bah, l'idée, c'est, ok, je le prends comme ça, je vais trouver une solution, ça n'arrivera plus. Et ça fait partie des choses. Alors, je pourrais pas te citer précisément quel bagage j'ai enlevé pour pouvoir arriver à ça. Mais le cheminement a fait que, aujourd'hui, ben, ok, c'est pas grave. Et vous voulez vous moquer, ben, moquez-vous. De toute façon, vous allez vous moquer. Autant que je le prenne bien. Alors qu'il y a quelques années, j'aurais pas aimé. Pourtant, Oui, ils ont raison. donc ça t'a appris à relativiser finalement. Beaucoup. Beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des moments clés ou des révélations qui t'ont aidé justement dans ce processus? Il y en a eu beaucoup, mais je ne saurais pas te les citer. Et en fait, OK. ça fait des mois et des mois maintenant, bah, surtout depuis que je me suis formée, justement. Il y en avait déjà Mmh. avant, mais je le voyais pas pareil. Depuis que je suis formée à ça et que du coup, j'y fais beaucoup plus attention aussi, évidemment. Mmh. Je sais, je sens, je sais très bien qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui évoluent, et comme je disais, quotidiennement, c'est quasi ça. Et je suis très sensible à toutes les énergies et tous les mouvements qui se passent, soit la lune ou autre, voilà. Donc, il se passe beaucoup de choses dans ma vie, qui sont des épreuves, malgré tout, qui, encore une fois, avant, m'auraient renvoyé vers la dépression, parce que c'est pas pour rien que j'y étais non plus. Et aujourd'hui, ben, je sais que c'est des victoires, parce que chaque fois qu'il y a une épreuve, il y a quelque chose qui se lâche, en fait, qui se libère. Et donc, qui me permet d'avancer plus librement. D'accord, Mais c'est difficile de te donner plus de détails. pas de souci. Et comment, ça ton entourage, a vécu, la chose? Le burn-out en lui-même, Oui. difficilement. Ça a été des moments très difficiles, parce que justement, je m'énervais pour rien, j'oubliais des choses, donc il fallait me répéter, il me fallait, quand j'avais des rendez-vous, des choses, je n'y pensais plus, les enfants pareil, enfin bref, c'était compliqué. Mmh. Je rentrais du boulot, je ne me plaignais pas systématiquement, mais il y avait toujours quelque chose qui s'était passé, puisqu'en plus on était dans la période Covid beaucoup, donc je racontais, mais je racontais pas tellement de positif finalement, c'était difficile. Donc eux, ils ont vécu tout ça, le stress, la tension à la maison, de limite, il faut y aller avec des pincettes, parce que sinon maman, elle peut exploser à tout moment. Mon conjoint, c'était pareil. Et donc on se disputait souvent. Et puis bah, il me disait des choses que j'oubliais, donc mais je te l'ai dit, bah oui, mais bon, voilà, pardon. Donc du coup, moi, je culpabilisais derrière. Je culpabilisais d'être en burn-out, je culpabilisais de ne pas être efficace. Et quand on me disait effectivement, ben, je te l'ai dit, oui, bah, si tu le dis, écoute, ok, mais j'ai oublié, donc j'ai oublié, qu'est-ce que tu veux. Mais du coup, bah, je culpabilisais d'autant plus. Donc tout le monde a vécu le burn-out difficilement, parce que ben, voilà, c'est super difficile de. Et d'autant plus tant que je ne l'acceptais pas moi. Tant que Oui, j'ai c'est ça, pas ouais. vraiment dit, ok, je suis en burn-out, j'ai besoin de cet arrêt, hein, qui se prolonge, oui, d'accord. Au début, quand mon médecin a continué à me prolonger l'arrêt, bon, bah, je disais oui, parce que quelque part, j'avais pas le choix. Mais je m'en voulais. Et puis un jour, il y a eu un déclic où j'ai dit, bon, quitte à être en arrêt, parce que de toute façon, il va continuer à m'arrêter, autant que j'en fasse bon usage. Donc, je me repose, je me ressource, je travaille avec les soins, je travaille avec le psy, je m'apaise, et de fil en aiguille, ça s'est apaisé à la maison. D'accord, ouais. Oui, donc c'est vraiment, toi, ton cheminement intérieur qui a impacté, finalement, tes relations et le fait que tu acceptes ton burn-out et que tu t'apaises par rapport à ça, bah, justement, ça a pu, amener plus de sérénité, dans la vie familiale, quoi. Oui, tout le monde l'a vécu, tout le monde l'a ressenti en fait. Déjà, à partir du moment où je l'ai accepté, il n'y avait plus la culpabilité. Et donc, qui dit plus de culpabilité, déjà, il y a beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'énervement. Bien sûr. Je ne m'en voulais plus. Bon, bah, ok, c'est là, je fais en sorte. Et j'ai pu leur expliquer, justement, leur dire, bon, bah, voilà, j'aime pas être dans des cases, j'aime pas, ok, je suis en burn-out, oui, bon, et alors, quelque part, j'aime pas le fait qu'on me le dise comme ça, mais
j'ai ces problèmes-là, j'ai ces symptômes-là, je fais ce que je peux, je vous demande d'être compréhensif et patient tant que vous le pouvez. Je vais y arriver, mais il me faut du temps et j'ai besoin d'aide quelque part. Parce que si vous venez tout le temps en train d'en rajouter finalement, c'est difficile pour moi, quoi. Bien Donc sûr. ça a été après quelque part un travail de famille finalement, de pouvoir à ce moment-là venir leur dire, ok, j'ai un problème, je suis en burn-out, je suis en arrêt, c'est pas pour rien, c'est pas par amusement, ça me fait pas plaisir, mais j'en ai besoin pour aller mieux. Donc, je vais prendre le temps et on va y arriver. Je vais y arriver, mais du coup, tout le monde va le ressentir, quoi, finalement. Et ça a été le cas. Bah oui, j'imagine que pour eux aussi de pouvoir comprendre aussi, bah, voilà, que certains comportements, voilà, viennent du fait qu'il y a un burn-out, c'était peut-être aussi plus, heu, plus évident, pour eux d'être, dans l'empathie, dans le soutien peut-être. Bah oui, parce que quand on a quelqu'un en face qui s'énerve comme ça, enfin, entre guillemets, pour rien, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien Mmh. fait. Ben non. Effectivement, après, c'était, tu n'as rien fait, on est d'accord. C'est moi qui ne supporte pas parce que derrière, il y a l'hypersensibilité et je ne sais pas le gérer, quoi. Mmh mh. Et du coup, ta vie aujourd'hui, elle ressemble à quoi après ce burn-out et ce chemin de guérison finalement? Bien, ma vie aujourd'hui, euh, elle n'est pas parfaite, loin de là. Elle reste difficile parce qu'il y a des moments toujours, comme tout le monde, des épreuves qui tombent, plus ou moins difficiles, voilà, plus ou moins grosses. Le coup des clés devant la porte, c'est rien, mais c'est quelque part une épreuve parce que, effectivement, comme je disais, avant, la réaction n'aurait pas été la même. Donc il y a toujours des choses, des petites choses dans le quotidien, des stress dans le couple, dans la famille, c'est logique, tout le monde le vit. Il y a toujours du stress au boulot. Le boulot a changé. J'ai changé. Enfin, pour être très honnête, l'arrêt de plus de 6 mois a entraîné un licenciement. D'accord, Ça a oui. été la grosse épreuve aussi. Oui, j'imagine. Je me remets un peu de mon burn-out. J'étais prête à reprendre le boulot, donc je me remets de mon burn-out. Je suis prête à prendre le boulot et on me licencie. Donc il a Ouais, ça fallu c'est aussi accepter le coup sur la tête. Et donc le boulot, enfin, j'ai plus le même employeur aujourd'hui. mmh. Et j'ai à côté de ça mon activité propre. Mais voilà, il y a toujours des choses qui tombent, il y a toujours des stress, il y a toujours. On s'attend à des choses et puis on sait autre chose qui tombe, forcément. Mais ma vie est belle aujourd'hui parce que je le prends différemment, parce que je vois la beauté, parce que je m'amuse. Je travaille avec la photographie, en fait, pour moi-même à la base, mais c'est quelque chose que je développe aussi. La photographie, pour moi, c'est aller chercher le détail. C'est aller chercher la petite chose qu'on ne voit pas parce qu'on passe vite. C'est prendre le temps de regarder, voir ce détail-là qui nous plaît, qui est beau, et le mettre sur la photographie parce que comme ça, on sait qu'on l'a vu. En gros, c'est ça. Maintenant, tout ce travail-là, aujourd'hui, je vois le beau sans même prendre la photo. Bon, parfois, je regrette de ne pas avoir l'appareil, mais je le vois. c'est beau. Donc, ma vie est belle parce que je vois le beau. Et même il y a 2 semaines, on est parti en vacances, on a eu une semaine difficile, il y a eu des tensions, etc. Et ben, ce que j'en garde, c'est les moments positifs de la semaine. Oui, il y a eu ces moments-là, évidemment, ils ont existé. Je les apprécie pas spécialement. Je sais qu'il en sort du positif. Et ce que je regarde moi, c'est il y a eu ça, ça, ça et ça. Et ça, c'était beau. Ça, c'était des bons moments. Et c'est ça je veux dire, la plus grande différence, elle est là. Donc pour ça, je dirais que ma vie est belle. Et l'autre point, c'est effectivement de sentir à quel moment ça devient difficile. Là, ces derniers temps, je sais que les symptômes du burn-out sont toujours plus ou moins là. On ne s'en sort pas complètement, dans le sens où si on n'est pas attentif, c'est facile de retomber. D'accord, Oublier oui. des choses, là en ce moment, mes clés, hein. L'exemple bête, mais voilà, on y est. En ce moment, j'ai tendance à oublier des choses, beaucoup. Et je sais que c'est lié avec la fatigue, avec le fait d'en faire trop, parce que on part, parce qu'on reçoit de la famille, parce que les enfants ont un truc, un autre, moi, nous, etc. Et je sais aujourd'hui ressentir ça et me dire, ok, stop, je suis fatiguée, j'en fais trop, je me pose. Là, c'est non,
Je prends du temps pour moi, je me ressource, je fais mes activités qui me ressourcent l'une ou l'autre comme j'en ai envie, etc., comme ça me prend. Mais je prends ce temps et je me mets dans ma bulle quelque part. Donc ça, c'est les deux axes en fait. Les deux axes vraiment principaux de pouvoir ressentir, voir et mettre en équilibre en fait. C'est l'image qui me vient. Mettre tout en Mhm. équilibre pour ne pas tomber, même si je sais que je suis sur un fil. Voilà. Oui, donc tu dois toujours être, en alerte et bien consciente, de ce que tu vis au jour le jour. Mais oui, et en même temps, je me sens pas. C'est pas une alerte. Enfin, je suis pas. Comment dire ça? J'avais le mot, je l'ai perdu. Je suis pas tout le temps en alerte à me dire à faire attention, attention à ça, attention. Non, je le vis simplement. Je vis D'accord. et je ressens, mais sans chercher à ressentir que oh là, ça ne va pas. Mais là, tiens, il y a un inconfort, il y a quelque chose. Donc, du coup, je fais le lien. Mais je vais pas le chercher en permanence à me dire il faut que je fasse attention à ça, il faut que voilà, et là, et machin. Non, je vis sereinement. Oui, c'est pas une pression que tu te Non. mets, Non, et je pense qu'il faut pas, parce que si on se met la pression, pour le coup, on y reste dans le burn-out, parce que bien sûr. c'est plus le burn-out pro, c'est vraiment le perso, mais tout seul, dans sa propre Mmh. bulle. Et donc, c'est quand même pas l'idée. Et est-ce que ton rapport au travail a changé depuis? Alors, oui, et en même temps, l'employeur ayant changé, le rapport de l'employeur à moi a changé beaucoup. Enfin, c'est-à-dire que Mmh, pour le intéressant. coup, j'ai aujourd'hui un employeur qui répond à mes besoins, façon de parler, mais avec qui je suis beaucoup plus en phase avec les valeurs de l'employeur. Et du coup, je suis beaucoup plus à ma place. En fait, je n'étais pas à ma place dans mon ancien boulot. Je le savais quelque part, mais je ne voulais pas. Et je voulais pas partir. Et je m'accroche, hein. Dans ces cas-là, on s'accroche bien, hein. On lutte, oui, oui. Et voilà. Et jusqu'à ce qu'effectivement, eux-mêmes, quelque part, profitent de l'arrêt. Je leur ai offert sur un plateau, ils m'ont offert mon licenciement, finalement, c'était bien. Depuis, je les remercie. Parce qu'effectivement, non, je n'étais pas à ma place dans ce boulot-là. Et à un moment, il était bien qu'on me le fasse comprendre vraiment. Et aujourd'hui, mon employeur est totalement différent, donc je me sens vraiment mieux. Et malgré tout, mon regard est différent aussi, puisque moi-même j'ai évolué. Donc je suis aussi moins. Enfin, disons que j'ai aussi été beaucoup plus claire, c'est-à-dire que je savais ce que je ne voulais plus. Et donc quand je suis arrivée, j'ai dit voilà, pas que j'ai posé des conditions, mais c'était quand même ça, voilà, ça je suis d'accord, mais ça je refuse. Donc après, si on n'arrive pas à s'entendre, je ne reste pas. Parce que je ne veux plus. Parce que non, tout ce stress, justement, cette pression, ce mal-être à cause de ça, c'est fini pour moi. Je refuse ça. Donc je pose. C'est chouette de voir en tout cas que, bah, du coup, ce burn-out, il a vraiment, t'a permis à apprendre à mieux te connaître, à mieux connaître tes limites et du coup à les faire respecter aussi, ces limites. À oser les donner déjà, à oser les poser. Parce que ça, ça fait partie des bagages que j'avais de ne pas mettre des limites, de ne pas penser à moi, de m'occuper des autres, de faire attention à ce que pensent les autres, à ce que ressentent les autres, et il ne faut pas les blesser, et il faut faire attention à tout le monde, sauf à moi. Aujourd'hui, je sais. C'est encore difficile, hein, il y a encore des moments où je me fais pas. Enfin, c'est pas moi qui passe avant, hein, je fais passer les autres avant. Ça arrive aussi, encore. Et je pense que ça arrivera. Je suis comme ça et on ne changera pas totalement quand même. Hein. Mais maintenant, je sais quand même mettre des limites, effectivement, les poser et oser les poser sans craindre que qu'est-ce qui va se passer derrière. Quoi. Mais si je mets des limites là, ils vont pas m'embaucher. Bah, c'est pas grave. Bon, bah, j'ai mis mes limites et puis ils m'ont embauché. Et puis en fait, tu attires, à toi, des personnes qui aussi vont être OK de respecter tes limites finalement. C'est Donc ça. c'est vrai que ça fait un tri aussi à ce niveau-là. Enfin, donc ça a été au niveau professionnel. Je ne sais pas si dans ta vie personnelle aussi, il y a eu aussi ou de nouvelles personnes qui sont rentrées, par Pour rapport à ce l'instant, changement? il y a eu beaucoup de départs. Bah, c'était surtout des personnes du travail malgré tout, mais il y a eu D'accord. au niveau amitié malgré tout dans ce milieu-là,
Il y a eu des départs qui ont fait mal aussi, que j'ai pas compris sur le moment, j'ai toujours pas compris aujourd'hui d'ailleurs, mais là encore, je ne m'accroche pas. Parce que, ok, ça ne marche plus, ça ne matche plus, comme on dit. Bah c'est tout, c'est pas grave. Il y en aura d'autres et c'est laisser la place aux autres. Donc ça fait mal, c'est des deuils quand même, hein, quoi qu'il en Bien soit. sûr, bien sûr. Mais c'est la vie, c'est pour du mieux de toute façon. Bah oui. Bah, c'est beau à entendre en tout cas, ta ton changement de vision en fait. C'est comme si tu avais, des nouvelles lunettes pour voir, Oui, la vie et au final, bah, d'accepter qu'il y ait encore des choses compliquées, mais d'être vraiment dans cette posture finalement, d'acceptation et plus de lutte, qui te permet justement de vivre, plus sereinement. Heu, donc, je suis très contente pour toi. merci beaucoup. Donc du coup, aujourd'hui, bah, tu accompagnes des personnes, qui sont, en burn-out. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors aujourd'hui, du coup, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les gens qui vivent la même chose parce que je trouve que c'est très important d'être accompagné d'abord, que je sais que mes outils fonctionnent puisque je les ai utilisés sur moi et que bah, pour le coup, j'en suis la preuve, ça marche bien. Et d'un autre côté, je suis très portée sur la prévention. Donc c'est difficile en fait parce que je dis que j'accompagne les gens en burn-out, mais la plupart du temps, les gens ne savent pas qu'ils sont en burn-out. Là aussi, j'en suis l'exemple flagrant. Ça n'allait pas, ça faisait des années que ça n'allait pas, et au final, j'aurais jamais dit que j'étais en burn-out quand on me l'a dit. Non, si, ah d'accord. Bon, mais non. Et je le savais pas avant qu'on me le dise parce que je n'y pensais pas, et pourtant j'avais les symptômes. Donc les gens ne connaissent pas les symptômes, ou bien s'ils les connaissent malgré tout, ils font comme moi, ils ne les voient pas, ils pensent que c'est normal parce que la situation fait que, et du coup on ne met pas le mot de burn-out. Mais en fait c'est surtout ces gens-là finalement qui auraient besoin d'être, enfin les autres ont besoin d'être accompagnés, mais en premier lieu, si on pouvait accompagner les gens qui ne savent pas encore qu'ils sont en burn-out, ils gagneraient beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc aujourd'hui, je veux développer d'abord l'aspect prévention. Donc c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui à discuter avec toi parce que le témoignage fait partie de la prévention. Bien sûr. Et à côté de ça, donc évidemment, les gens qui sont en burn-out ou qui n'y sont pas, mais qui ont besoin parce que justement il y a des choses qui sont très compliquées à vivre, eh bien, je suis là pour ça. Je suis là pour les accompagner. Je me spécialise dans l'accompagnement des hommes. Pourquoi les hommes? Parce que j'ai un sentiment en fait que le burn-out chez les femmes, c'est alors c'est pas que c'est monnaie courante, mais une femme en burn-out, on dit que c'est normal quelque part parce que elle a le boulot, elle a les enfants, elle a la maison, etc. Et donc comme elle a une charge mentale énorme, c'est normal qu'elle soit en burn-out et donc on va l'aider. Un homme, d'abord, on lui apprend dès petit qu'il ne faut pas pleurer, il faut être fort, il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas demander d'aide, et j'en passe. Donc tous ces schémas-là sont très ancrés. Et en plus, justement, comme ils sont forts, etc., ils ne peuvent pas être en burn-out. Et puis en plus, ils n'ont pas lieu d'être en burn-out. C'est pas eux qui gèrent la maison. Bon, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Mmh. D'abord, les charges sont quand même beaucoup plus partagées. Donc un homme qui s'occupe de la maison, des enfants, etc., c'est quand même monnaie courante maintenant. Donc ils ont la même charge mentale que les femmes, ou quasiment en tout cas, pour beaucoup. Et ils ont une pression énorme au travail. Ils ont souvent des postes à responsabilité. Et j'ai moi un sentiment que ces hommes-là, on ne les entend pas. Alors d'abord, eux ont du mal à aller chercher de l'aide, mais si jamais ils disent qu'ils sont en burn-out ou quoi, il faut pas. C'est non. Une femme, on va l'écouter, on va l'épauler. Un homme, limite, on va le mettre de côté parce qu'il ne doit pas être en burn-out. Et donc, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les hommes parce que j'ai un sentiment qu'ils sont laissés de côté. Donc, les femmes trouveront de l'aide un peu partout, entre guillemets, facilement. Les hommes en trouveront très difficilement. Et donc, bah, je suis là. Pour moi, c'est important. Voilà. Voilà, bah, message à tous les hommes qui nous écoutent, c'est intéressant de souligner justement, bah, cette différence culturelle, qu'il y a,
dans le rapport justement à la vulnérabilité euh, entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être en burn-out, enfin, je veux dire. Et au contraire, hein, dès qu'il y a un problème, un signe, un symptôme, quelque chose qui est difficile à vivre au quotidien, à gérer, que ce soit dans le pro ou dans le perso, justement, c'est le moment d'aller chercher de l'aide finalement, d'aller trouver quelqu'un qui sera là pour accompagner et pas attendre que ça devienne grave finalement, parce qu'en plus souvent, c'est un symptôme physique handicapant qui fait que l'homme, il est fini, terminé, bloqué, il peut plus faire, il est obligé d'être, plus ou moins obligé en tout cas d'être en arrêt. Et là, on est déjà loin dans le burn-out, mais c'est le signe qui montre que. Et en général, ils n'ont pas fait le lien encore. Et Oui, c'est oui, là que bien c'est sûr. dommage aussi. Est-ce que tu peux justement un peu plus nous en dire sur les signaux d'alerte donc à surveiller? Tu nous as parlé le fait d'oublier certaines choses, d'être irritable, d'être fatigué, de se sentir stressé. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes à surveiller? Le manque de concentration, beaucoup. C'est beaucoup une pression, un ras-le-bol, un ressenti quand on est, surtout au boulot, mais malgré tout, à la maison, c'est pareil. Quand on a l'impression que pour l'homme, en l'occurrence, sa femme est toujours sur son dos, est toujours à l'impression. Enfin, il aura le sentiment que c'est lui qui doit tout gérer, en fait. Même si c'est pas vrai. À chaque fois, sa femme va venir lui dire un truc, il va dire c'est pas possible, encore, c'est moi qui gère tout, j'en peux plus. Et c'est difficile de vraiment dire précisément, c'est le ressenti de chacun malgré tout. On a tous un vase et il se remplit pas de la même manière, il n'a pas la même capacité. Mais voilà, c'est cet ensemble de choses. C'est la fatigue, c'est l'irritabilité, c'est l'impression d'être submergé pour, pour un rien et en même temps pour tout. C'est ne plus savoir, ne plus avoir envie non plus, ne plus savoir vraiment comment gérer le quotidien, se sentir stressé au boulot, se sentir pareil, débordé au boulot, avoir de la même manière l'impression que le patron il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute, alors qu'en fait c'est les mêmes demandes que d'habitude peut-être, mais là ça devient une montagne. Un manque de concentration effectivement et les oublis, enfin voilà. Il y a sûrement d'autres signes qui peuvent alerter. Je pense que quelque part, c'est encore une fois une question de ressenti et de vécu, mais à partir du moment où on se sent mal et a priori sans raison, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un événement précis qui a fait que, et là, bon, ça s'explique, mais qu'on se sent mal de manière générale, qu'on se sent épuisé physiquement et moralement, ça doit être, ça doit être un signe d'alerte en fait. C'est pas forcément que c'est un burn-out, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a une difficulté à gérer. Et donc, si on gère cette difficulté-là, on peut éviter éventuellement le burn-out et revenir tout de suite à. Enfin, tout de suite. Il faut un peu de temps, mais plus vite en tout cas, à un niveau où on se sent bien et on évite d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler et de tomber finalement et d'avoir encore plus de mal à se relever évidemment. Plus on tire sur la corde, plus longtemps ça prend effectivement à guérir. Remonter est plus difficile, oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes outils d'accompagnement? Alors, les outils de base, c'est les soins énergétiques et les psycho-énergétiques. Et puis, comme j'ai utilisé pour moi la photo, j'ai utilisé pour moi l'art, c'est de manière générale la photo, l'art et amener les personnes à réfléchir justement et à trouver leur, leurs activités ressources, leurs ressources tout simplement. Et donc, c'est un ensemble. C'est la nature, la sylvothérapie, c'est au feeling, j'ai envie de dire encore une fois. J'ai tous ces outils-là dans mon coffre, mais après, c'est en fonction des gens que j'ai en face de moi et ce qui va les toucher, ce qui va être le plus pertinent pour eux et donc le plus efficace. Mais c'est quelque chose pour moi, c'est ma sensibilité qui travaille en fait, c'est mon ressenti et du coup, j'ai des outils. Oui, Tu peux vraiment faire du sur-mesure en fonction de la ouais, sensibilité c'est tout à fait de la ça. personne que tu as devant toi. Est-ce que tu aurais un dernier message à transmettre à des personnes qui ont justement des signaux de pré-burnout, on va dire, ou qui sont dans un burn-out actuellement? Et je pense que le principal
message, j'ai envie de dire. D'abord, c'est faites attention à vous, parce que ça, c'est primordial. C'est prendre conscience que la personne la plus importante pour chacun, c'est soi-même. Et que si on ne fait pas attention à soi-même, nous-mêmes on empathie, mais tout le monde empathie autour. Et ça devient très très difficile à gérer et à vivre. Et c'est bien dommage, malgré tout. Ça, c'est la première piste. Encore une fois, trouver les ressources qu'on a. Alors, en soi, tout seul, c'est difficile. Faites-vous accompagner, j'ai envie de dire. Osez demander de l'aide. Osez toquer aux portes. Je pense, moi, que c'est indispensable. Je suis pas quelqu'un qui demande de l'aide à l'origine. J'ai toujours peur de déranger. Donc, quand on a peur de déranger, on ne demande pas d'aide. Et puis, je dois être forte. Ça fait partie des schémas aussi. Je suis pas un homme, mais pour le coup, je dois être forte. Je dois assumer tout, voilà. Donc, mais j'ai appris justement là que toute seule, c'est pas possible. Donc, demander de l'aide, toquer aux portes. La mienne est grande ouverte, évidemment. Parce que c'est indispensable de se relever pour pouvoir vivre sereinement, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je suis sur LinkedIn et je suis sur Facebook. Mon prénom et mon nom, donc Sylvie Blazic. On mettra en description du podcast et de la vidéo. Et sinon, pareil, on pourra mettre l'adresse mail dans la description, mais sinon, je suis joignable par mail. Super. Eh ben, en tout cas, un grand merci pour ton témoignage. J'espère qu'il pourra être un outil de prévention, comme tu le disais. J'espère aussi, c'est vraiment le but. Et merci à toi. Avec grand plaisir, c'était une chouette discussion à avoir avec toi aujourd'hui. Salut! Salut! Et voilà, on arrive à la fin de cette belle conversation avec Sylvie. Alors j'espère que son témoignage t'a parlé, qui t'a permis de mettre des mots sur ce que tu vis ou alors simplement te rappeler que tu n'es pas seule à traverser des phases de fatigue, de doute ou de trop-plein. Sylvie, elle nous montre que le burn-out, aussi dur soit-il, il peut devenir une vraie opportunité de transformation. Si on prend bien sûr le temps de l'écouter, de l'accepter et surtout si on ose demander de l'aide. Alors si tu te reconnais dans son parcours, n'attends pas d'être à bout pour ralentir. Surtout, demande du soutien et ne reste pas seul. Alors si cet épisode t'a touché, pense à le partager autour de toi, à laisser un petit commentaire ou à venir en parler avec moi sur mon compte Instagram Aurore Miarai. Et puis, si tu veux prolonger la réflexion en lisant mes articles de développement personnel et spirituel, tu peux le faire sur mon site auroremiarai.com. Voilà, si tu veux soutenir ce podcast, tu peux le faire très simplement. Like, commente, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée. Et puis, c'est totalement gratuit et moi, ça m'aide beaucoup. Et si tu veux me soutenir financièrement, tu peux aussi le faire en m'offrant un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Voilà, je te mettrai tous les liens utiles dans la description du podcast. Merci pour ton écoute et surtout, prends soin de toi.